La production d'Aladin a été l'une des plus chaotiques, et si le génie a offert 3 vœux à son maître, les équipes du film ont quant à elles connu 3 catastrophes. Trahison, racisme, mort. Je vous raconte les 10 secrets que vous ne connaissez pas sur la production d'Aladin dans cette vidéo. Le Roi Lion aurait pu être réalisé à la place d'Aladin. En fait, Ron Clements et John Musker, qui sortaient tout juste de la réalisation de La Petite Sirène, se sont retrouvés dans le bureau de Katzenberg pour un nouveau projet. On était alors en 1990. Ils voulaient faire un film d'animation sur des dinosaures, mais les droits d'adaptation n'étaient plus disponibles. On leur a alors proposé 3 projets, Le Roi Lion, Le Lac des Cygnes et Aladdin ou la Lampe Merveilleuse, qui était à l'époque un live-action écrit par Linda Woolverton, dont on a parlé précédemment, qui a travaillé sur La Belle et la Bête, et Howard Ashman, qu'on ne présente plus, et qui s'est occupé des musiques de La Petite Sirène et de La Belle et la Bête. Ce live-action était écrit depuis 1987. Il s'inspirait des Mille et une nuits, un conte qui a connu plusieurs versions et plusieurs auteurs depuis des siècles. Dans les premiers scénarios, Aladdin ne finissait pas avec Jasmine. Il y avait 2 génies et un magicien, et Abou et le tapis n'existaient pas. En fait, dans les premières versions du scénario, Aladdin était orphelin de père uniquement. Il ne finissait d'ailleurs pas avec Jasmine, qui s'appelait à l'époque Bradoul Boudour, avant que les équipes décident d'offrir à la princesse le prénom Jasmine, un prénom qui était celui de sa servante dans les premières versions du scénario. Ce que les équipes ont changé également en plus du prénom, c'est sa personnalité, car Jasmine était un personnage prétentieux et matérialiste. Abou, le tapis, devait être un anneau et une lampe magique. Oui, un anneau et une lampe. Le film se passait entre la Chine et l'Afrique, et Aladdin avait 3 amis en plus du génie. En parlant du génie, ce n'était pas le seul personnage magique, car on avait également la présence d'un magicien. Et ce n'était pas non plus le seul génie, car l'histoire en prévoyait 2 à la base. Les équipes ont finalement fait fusionner les 2 personnages en un seul génie, mais de couleur noire, ce qui a fait peur à Roy et Disney, pour la dimension prisonnière du personnage, qui pourrait l'assimiler à un esclave. Les premières versions du scénario avaient quelque chose de très sérieux, avec peu ou pas de chansons. Ces 3 scénarios ont donc été écrits par Howard Ashman et Linda Woolverton, et des équipes ont travaillé dessus dès 1988. Ces scénarios s'inspiraient entre autres de la trame du voleur de Bagdad, de 1924, et du remake de 1940, dont Disney venait d'acquérir les droits. Ron Clements et John Musker ont fait un mix de tout cela jusqu'à certaines scènes. Celle du narrateur par exemple a été imaginée par Howard Ashman, et celle de Jafar et du voleur a été écrite par Linda Woolverton. Le duo de réalisateurs est ensuite allé voir Ashman, qui était à l'époque très malade. Ils ont écrit et réécrit les chansons du film en une soirée. On était donc en 1990. Ils ont ensuite présenté un story reel à Katzenberg qui a détesté et qui a demandé à tout refaire avec une échéance de quelques jours. Une équipe d'écrivains a alors retravaillé sur le scénario, dirigée par Ed Gamper, qui a travaillé sur La Petite Sirène et Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, et avec l'aide de Bernie Mattison, qui a travaillé sur le Noël de Mickey. À 18 mois de la sortie du film, Katzenberg valide enfin le second story reel. Les scénaristes Ted Elliott et Terry Rossio ont par la suite écrit le scénario final en 3 mois. Dans le film, les décors vous parlent. Bon, je dis ça car on pourrait dire en réalité que les décors du film sont faits de lettres. Le design du film est très arrondi, comme l'alphabet arabe. Ce sont d'ailleurs Bill Perkins, qui a travaillé sur La Belle et la Bête et sur Oliver et compagnie, ainsi que Cathy Altieri, qui a elle travaillé sur La Petite Sirène, qui se sont occupés des décors. On a également fait appel à Rasoul Azadani, qui est devenu le superviseur du layout. Côté inspiration, on s'est tourné vers l'artiste Hans Becker, qu'on a déjà évoqué sur la chaîne. Enfin, on a associé les silhouettes des personnages avec certains éléments du décor. En parlant des personnages, certains d'entre eux sont des membres de l'équipe caricaturée, ou même d'autres personnages Disney. Pour le reste de l'identité des personnages, les artistes ont été influencés par les travaux de la première équipe qui avait travaillé sur les scénarios de Woolverton et d'Ashman. Il s'agissait alors d'un département supervisé par Richard van der Vande, qui venait d'ILM, Gary Trousdale et Sue Nichols. Le travail de Richard a tellement plu à Ron Clements et John Musker qu'ils l'ont nommé responsable du design du film, ce qui englobait alors les personnages, les décors et les costumes. C'était une première pour un film d'animation à l'époque. Les équipes se sont également appliquées à respecter un code couleur. Rouge pour les méchants et bleu pour les gentils, comme pour le génie, ce qui a rassuré Roy et Disney. A l'époque, Eric Goldberg vient de la pub. Sa femme a fait la call arts avec John Musker, lui-même qui a proposé à Eric un poste sur Aladdin sans savoir que le poste lui a déjà été proposé par Katzenberg. Eric a accepté et s'est donc occupé du génie. Pour cela, il s'est inspiré du caricaturiste Al Inchfeld. Les autres animateurs quant à eux ne parvenaient pas à trouver d'harmonie entre les différents personnages. Ils ont donc décidé de se calquer sur le style de Goldberg, caricatural et cartoonesque. Pour Aladdin, Glenn Keane, qui en était en charge, a présenté une première version du personnage à Katzenberg, que ce dernier a trouvé ennuyeux. Il s'est par la suite inspiré de Tom Cruise dans Top Gun sur les conseils de Katzenberg justement.
Robin Williams, qui était un nom important dans l'industrie du cinéma à l'époque, a accepté de travailler sur Aladdin, mais uniquement de manière incognito. En fait, Goldberg a proposé son style en animant des caricatures de Robin Williams. Williams, qui devait d'ailleurs jouer Breaker le dauphin dans La Petite Sirène, mais qui avait refusé le rôle. Les animations tests du génie ont convaincu Katzenberg et Williams. Mais à l'époque, Robin Williams travaillait déjà sur un autre film d'animation, Ferngully. Il s'est vu proposer un cachet plus bas par Disney, mais il voulait faire plus de comédie et d'animation, alors il a accepté. L'acteur a cependant refusé que son nom ou son personnage soit utilisé pour le marketing, car il travaillait également sur un autre film, Toys, un film familial qui devait sortir quelques jours après Aladdin. Il voulait donc éviter que le Disney lui fasse concurrence. Pour le reste du casting, Albert Tavares a travaillé à trouver des comédiens comme pour La Petite Sirène. Pour Jasmine, il a pensé à une jeune comédienne, Linda Larkin, qui après 3 longues auditions, a obtenu le rôle. Elle devait cependant présenter une version classique de la princesse pour convaincre Katzenberg, avant de proposer sa propre version lors de l'enregistrement des dialogues. Patrick Stewart a refusé le rôle de Jafar car il tournait dans Star Trek. Il s'agit du second refus de l'acteur pour un Disney depuis La Belle et la Bête. Pour Jafar, on a finalement fait appel à Jonathan Freeman, avec qui Tavares avait travaillé sur un musical. Gilbert Gottfried, qui a doublé Iago, correspondait parfaitement au côté piquant du personnage. Mais il faut savoir que les équipes avaient d'abord pensé à Joe Pesci ou à Danny DeVito pour leur côté teigne. Scott Wenger, qui avait 15 ans à l'époque, s'est vu proposer le rôle d'Aladin. C'était un acteur, mais il ne savait pas chanter. On a donc pensé à une doublure chant, avec Brad Kane, 17 ans, qui venait également des comédies musicales. On a fait la même chose pour le narrateur, qui était doublé par Robin Williams, car dans les premières versions du scénario, il s'agissait du même personnage que le génie. On a donc fait appel à une doublure chant, Bruce Adler, qui venait également de Broadway, pour Nuit d'Arabie. Le génie sort tout droit de l'univers de Star Wars. Enfin, sa voix en tout cas. Car Robin Williams a enregistré ses chansons et par la suite parti enregistrer ses dialogues au Skywalker Ranch de George Lucas, qui n'est autre que le créateur de Star Wars. L'acteur a d'ailleurs appris à chanter le soir en parallèle du tournage de Hook. Il répétait avec Alan Menken, le chef d'orchestre David Friedman, Ron Clements et John Musker. Les improvisations de Robin Williams ont beaucoup nourri le personnage. L'acteur s'est vachement impliqué, il voulait même refaire certaines prises. Pour le reste des enregistrements, les voice actors ont tous été séparés, sauf Linda Larkin et Scott Wenger qui ont réussi à faire quelques prises avec Robin Williams pour une scène et Jonathan Freeman et Gilbert Gottfried pour plusieurs séquences. Jonathan Freeman avait également fait ses enregistrements en présence d'un vrai perroquet, mais les équipes ignoraient qu'il avait la phobie des oiseaux. Plusieurs séances de réenregistrement des dialogues et des chansons ont également eu lieu lorsque la version du personnage d'Aladin a changé. Alan Menken s'est quant à lui retrouvé seul pour écrire de nouvelles chansons suite à la suppression de celles écrites par Howard Ashman après la réécriture du scénario. Il voulait d'ailleurs une I Want Song pour Aladdin, mais ça ne correspondait plus à la nouvelle version du personnage. Il a finalement repris 2 chansons supprimées et les a réécrites pour Je vole et sa reprise, faisant finalement office d'I Want Song pour le personnage. Une chanson qui a malgré tout été suivie par une scène où Aladdin partage son pain avec des enfants pour soigner la morale. Ça se comprend un peu quand on écoute les paroles de la chanson. Par la suite, Alan Menken a également écrit Ce rêve bleu, mais Linda Larkin ne savait pas chanter, alors les équipes ont fait appel à Léa Salonga, qui n'est autre que la voix chantée de Mulan. La chanson de Jafar, le grand méchant du film, est une simple reprise rapide de Prince Ali. Le morceau Je suis ton ami était quant à lui présent depuis la toute première version du scénario. Alan Menken a également peaufiné les paroles avec Tim Rice. La production s'est donc déroulée entre New York pour les enregistrements, dans les studios RCA, comme pour La Belle et la Bête, mais également en Floride et à Glendale et Burbank en Californie. L'animateur du génie a failli être viré à cause de Robin Williams. Eric Goldberg a en effet participé aux séances d'enregistrement de l'acteur pour s'inspirer de ses mimiques, mais c'était très compliqué pour l'artiste de ne pas rire, ce qui a dérangé l'équipe qui lui a même demandé de sortir des studios pour se calmer. Les animateurs ont donc suivi le style de Goldberg. Lui-même voulait rajouter des inspirations de Mickey dans les années 50 et de Tex Avery pour le style. Mais le véritable challenge du film, c'était la séquence Je suis ton ami, qui a donc été réalisée au tout début de la production. On peut d'ailleurs voir des différences de design pour le personnage du génie. Mais un autre défi résidait également sur le morceau Prince Ali, car il y avait beaucoup de personnages et d'éléments à l'écran. Ron Clements a chapeauté les séquences d'émotion, et John Musker celles d'action, sauf pour ce rêve bleu qu'il a lui-même réalisé. Encore une fois, on a fait appel à des références réelles, notamment un singe capucin pour Abu, mais également des danseurs ou même parfois des membres de l'équipe. Et on a même fait revenir d'autres comédiens pour une autre session de prise de référence à live action. Randy Cartwright s'est occupé de l'animation 2D du tapis et a utilisé ses pompons pour faire passer les émotions du personnage. Will Finn a quant à lui animé Iago et a utilisé une référence réelle de perroquet. Il ne pouvait cependant s'occuper que de la tête du personnage car Jafar n'était pas encore animé. Mais ce qu'il faut savoir c'est que la tête d'un oiseau ne bouge pas.
Ce n'était donc pas très dérangeant pour le personnage de Will Finn, qui pouvait par conséquent animer le corps par la suite. Dave Prisma s'est occupé du personnage du sultan. Il avait l'habitude des personnages ronds. C'est lui qui a animé entre autres Polochon et Madame Samovar. Mark Hahn s'est occupé de Jasmine. Il avait l'habitude des personnages féminins et s'est même inspiré de sa propre sœur Bess pour l'aspect esthétique de la princesse. Il a animé en Floride. Son assistant Aaron Blaise, également en Floride, a animé son premier personnage seul, Raja. Andreas Deja s'est occupé de Jafar. Il venait de finir son travail sur Gaston dans La Belle et la Bête et s'est inspiré de Maléfique et de Shere Khan. Il a été aidé par Nick Ranieri, qui a également beaucoup travaillé sur le personnage en mettant de ses expressions car il lui ressemblait étonnamment. Pour la première fois, plusieurs animateurs ont travaillé sur un même personnage et plusieurs personnages ont pu être animés par les mêmes réalisateurs. Autre chose inédite, un brainstorming avait lieu toutes les semaines entre les animateurs pour qu'ils présentent leurs séquences et qu'ils s'inspirent les uns des autres. Comme on l'a dit précédemment, Glenn Keane s'est donc occupé de l'animation d'Aladin. En parlant de ce personnage, le département clean-up est venu corriger son design, qui a évolué tout au long de la production. Ce département a également corrigé le design d'autres personnages. Le clean-up est venu rajouter des traits pour respecter le style d'inspiration d'Hitchfeld, alors qu'à la base, ce département existe justement pour effacer les traits d'animation. Est-ce que vous saviez que vous viviez l'expérience Star Tours, l'attraction Star Wars de Disneyland, en regardant le film? Eh oui, des images de synthèse ont été utilisées pour la tête de tigre de l'entrée de la caverne aux merveilles par exemple, mais également pour les décors de la séquence de la fuite d'Aladin de cette même caverne, en 3D, qui a donc été inspirée de montagnes russes et de l'attraction Star Tours. Mais ce ne sont pas les seuls éléments en images de synthèse. On a fait également appel à cette technique pour le tapis volant, qui a fait des motifs complexes et qui nécessitait donc le travail du département de Tina Price, le département informatique. Le tapis est devenu le premier personnage animé par ordinateur pour un film d'animation. Le 14 mars 1991, Howard Ashman décède du sida. Albert Tavares, le directeur de casting du film, qui avait également travaillé sur La Petite Sirène et sur La Belle et la Bête, meurt lui le 28 juillet 1992, également du sida. Disney vient perdre deux des artistes les plus importants de ses studios. Robin Williams a fait retirer 300 affiches du film. En effet, l'acteur était mécontent, car le marketing utilisait un peu l'image de son personnage. Katzenberg a donc fait retirer 300 affiches du génie sur la demande du comédien. Avant cela, les projections tests du film ont été mitigées. Après que le film a été retravaillé, on a fait une projection marketing avec une version non terminée le 26 septembre 1992 au Musée des Arts Modernes de New York, en présence de plein de stars du métier et d'Al Hitchfeld. Ce fut un succès et le film a même gagné la reconnaissance du caricaturiste. Le film sort le 11 novembre 1992 aux États-Unis. Ce qui ressort beaucoup dans le film, c'est quand même la lutte des classes sociales. Aladin est sans le sou et rêve de vivre au palais. Jafar, qui est déjà vizir, veut quant à lui devenir sultan. Et Jasmine, qui est une princesse, ne veut plus l'être. En parlant d'elle, on peut également évoquer la place de la femme dans la société. Le sultan veut marier sa fille Jasmine. Il lui dit que c'est son rôle car elle est une princesse. On a d'ailleurs là un clin d'œil au stéréotype des princesses Disney. Mais le film démonte tout cela à travers le tempérament et les aspirations du personnage. Jasmine est une jeune femme forte et émancipée. Mais Aladdin reste un Disney classique malgré tout. Il s'inspire de contes, comme beaucoup d'autres, et on peut voir à travers le génie une forme de fée. C'est un personnage avec des pouvoirs magiques qui aide le protagoniste. Aladdin, quant à lui, peut être vu comme une princesse qui veut se libérer de son carcan, ici, de sa situation. Le président de l'animation Disney a offert un Picasso à Robin Williams en guise de salaire. Robin Williams s'est vu être comparé entre sa prestation sur Aladdin et celle dans Toys. Toys, qui est sorti quelques jours plus tard, et qui pour un budget de 50 millions de dollars américains, n'en aura rapporté que 25 millions. C'était un échec, Disney lui a donc fait de l'ombre. Robin Williams a par la suite obtenu un prix spécial pour le génie aux Golden Globes de 1993, mais a montré qu'il ne voulait plus être associé à Aladdin. Il a fait part de cette mésentente avec les studios et Katzenberg pendant la promotion du film Madame Doubtfire. Katzenberg s'est par la suite empressé de lui offrir un tableau Picasso qui valait apparemment 4 millions, mais qui s'est avéré valoir en réalité que 750 000 $. Robin Williams ne double pas le génie dans la série télé ou dans la première suite Le Retour de Jafar, mais revient suite au départ de Katzenberg pour Aladdin et le Roi des voleurs. Alan Menken a lui aussi obtenu 2 Golden Globes pour la meilleure musique et la meilleure chanson pour Ce rêve bleu et 2 Oscars pour les mêmes catégories. Les retours critiques et spectateurs ont été très positifs. Le film s'est même hissé second derrière Maman j'ai encore raté l'avion, puis premier au box-office. Mais quelques éléments ont malgré tout fait de l'ombre au tableau. Seuls les personnages méchants avaient un accent, aucun voice actor n'était d'origine arabe,
et quelques paroles de chansons posaient problème. Le Disney a alors été accusé de racisme. Un message de sensibilisation, qui a d'ailleurs évolué ces derniers mois, a même été présent un temps sur Disney+. Aladdin possédait également des similitudes avec The Thief and the Cobbler, autre film d'animation d'un studio concurrent, notamment au niveau des personnages de Jafar et de Jasmine. Aladdin sort en France le 24 novembre 1993 avec un doublage français dirigé par Perrette Pradier. Comme pour la version originale, on a fait appel à des voice actors pour les dialogues et à des chanteurs pour les chansons. Le générique de fin, qui est également la musique marketing, en version française Ce rêve bleu, a été chanté par Karine Costa et Daniel Lévy. L'acteur Richard Darbois a été appelé pour le génie. Il a même reçu une plaque de la part de Disney pour son travail. Féodor Atkin, qui vient du théâtre, s'est vu quant à lui offrir le rôle de Jafar. Le film a rapporté 217 millions de dollars américains aux États-Unis, ce qui en a fait le premier dessin animé à dépasser les 200 millions. Par la suite, il a réalisé 286 millions de dollars à l'international, ce qui en a cette fois-ci fait le premier film d'animation à dépasser les 500 millions au box-office mondial. Le film a connu une série télé de 3 saisons en 1994, amorcée par la suite du film, Le Retour de Jafar la même année. Il a également connu une suite, Aladdin et le Roi des voleurs en 1996, et une adaptation en live-action, Aladdin en 2019. Le dessin animé a donné lieu à de nombreux produits dérivés, et ses personnages sont présents dans les parcs Disney du monde entier. Mais à la fin de la production d'Aladdin, les animateurs font part de leurs problèmes personnels et de leurs problèmes de santé à Katzenberg, notamment au sujet du rythme de sortie des films. Il est temps de changer les choses. Pour moi, la force du film, ce sont ses chansons, même si je trouve dommage que Jafar n'ait pas eu la sienne. Aladdin est l'un des rares films où je trouve que les personnages secondaires sont à ce point attachants et drôles. En parlant de ça, je ne sais même pas si l'on peut considérer le génie comme personnage secondaire ou principal, car pour moi, c'est la figure la plus forte de l'histoire. Entre la promesse de Katzenberg envers Robin Williams qui n'a pas été tenue, les accusations de racisme et la mort de deux de ses artistes les plus importants, les studios Disney ont été mis à l'épreuve sur Aladdin. Le film est aujourd'hui encore l'un des plus connus et appréciés, qui a profondément marqué une génération tout entière.